Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver pour peut-être, je crois, la 191e vidéo. Mais où sont passés mes 7000 abonnés? Je ne sais pas, mais bon. Euh, donc je disais, mercredi, nous sommes le 9 décembre. Bien, tout de suite on va parler de foot. Oui, puisque c'est l'info du jour, hein, le racisme dans le football. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les spectateurs dans le stade. Remarquez, avec le confinement, il ne risque pas d'avoir des spectateurs. Mais c'est l'arbitre. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article, vous allez comprendre. On en fait des caisses pour pas grand-chose. Alors évidemment, le PSG voulait valider avec la manière ce mardi soir, hier soir, sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Istanbul, Basak et Sehir. Et le jeu a été interrompu au bout d'un quart d'heure. L'adjoint, donc l'adjoint entraîneur, si vous voulez, d'Istanbul, Pierre-Achille Webo, est en effet a accusé le quatrième arbitre roumain Sébastien Coltescu de l'avoir désigné selon le terme raciste négro. Voilà. Hein. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Selon le journaliste roumain Emmanuel Rossou, qui a réécouté la séquence, vous savez, c'est l'équipe avec... il y a un arbitre central et il y a des arbitres de touche. Voilà, il y a 4 arbitres. Souvent, ils sont de la même nationalité pour des histoires de compréhension. Là, donc, il y a eu un tirage au sort. Enfin, la fédération a désigné cette équipe d'arbitres roumains. Donc, l'arbitre, le quatrième arbitre, aurait employé auprès de l'arbitre central. Vous savez, ils sont équipés de petits émetteurs, de petites radios. Il a utilisé le terme négro, qui veut dire noir. Le noir va voir qui il est, aurait lancé le quatrième arbitre à son confrère et compatriote, et de répéter, le noir là-bas, ce n'est pas possible de se comporter comme ça. C'est-à-dire que ce monsieur qui doit être, je crois, camerounais, voilà, camerounais, était très 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 excité, gesticulait, voilà, et râlait. Déjà au bout d'un quart d'heure, il était chaud bouillant. Bon. C'est quand même un comportement qui n'est pas adapté quand on est sur le banc de touche. Il faut quand même garder, si vous voulez, relativement son calme. C'est la raison pour laquelle, parfois, dans certains matchs, il arrive que l'entraîneur qui est en train de s'agiter ou qui va lancer des insultes sur l'arbitre est parfois expulsé et doit voir le match en tribune, mais ne peut plus rester sur le banc de touche. Voilà. Hein. Donc les gens qui sont sur le banc de touche ou même des remplaçants, doivent avoir une manière correcte de se tenir. Bon, il faut croire que d'après le quatrième arbitre roumain, il a désigné ce monsieur camerounais de nationalité en disant « mais qui c'est celui-là ?» Là, il s'agite. Voilà, hein, c'est le début du match, il est déjà chaud bouillant, qu'est-ce que ça va donner? Ben, l'autre lui dit « mais lequel ?» Ben, l'autre, il lui dit ben, « le noir, là, qui est au bord de... » Bon, il y a des Turcs, donc on va dire... un peu basané, hein, type oriental, et puis il y a un noir là. Ah, tu parles du noir? Oui, mais Négrou, vous les connaissez pas les noms du premier entraîneur, du deuxième entraîneur, du troisième entraîneur, du quatrième entraîneur, vous les connaissez pas les noms. Donc quand vous dites, au milieu du terrain, vous téléphonez à votre gars, vous êtes en liaison radio, et vous lui dites, dis donc, Siki, va te renseigner, là, celui qui s'agite, là, il faudrait qu'il se calme un peu, et l'autre, il lui répond, mais tu parles duquel? Parce qu'évidemment, l'arbitre central, il est en train de surveiller les 22 joueurs, et puis on lui dit, fais attention, sur le banc de touche, il y a des gens qui sont en train d'un petit peu de perdre leur nerf. Et l'autre lui répond, ben, le noir, mais il n'a pas dit le sale nègre, il a dit négrou. Négrou, c'est la couleur noire. Je veux dire, si sur les 4, un aurait été rouquin, il aurait dit ben, le rouquin, là, le grand rouquin. Quand vous ne connaissez pas les noms, il y en a 4, vous êtes obligé bien de... Voilà, ou le petit gros, ou le petit, voilà. Je m'excuse, mais en espagnol, noir, on dit negro. En catalan, on dit negre. En italien, on dit nero. Et en latin, on dit nigreos. Comment voulez-vous? Ce sont des racines de mots. En allemand, on va dire Schwarz. En anglais, on va dire black.
On dit, oh tiens, t'as vu, tu rentres dans la supérette, oh, t'as vu le black, le surveillant black, lequel? Tu sais, le black là, qui est à l'entrée, oui, ben lui, il est serviable, il a aidé à porter le cabas à une mamie jusqu'à sa voiture. Lequel? Ben, le black. Mais je sais pas son nom. Il a une caractéristique physique. Il est black, l'autre peut être le grand blond ou le rouquin. Mais enfin, putain, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, on en fait des caisses. Ben, bien sûr, si vous êtes dans la tribune et que vous allez faire des cris de singe quand il y a un joueur africain, ça c'est du racisme. Hein, d'accord? Ou aller balancer des noms de PD, va te faire enculer, ou des choses comme ça. Bien sûr, ça c'est du racisme, c'est à dénoncer. Mais là, dans la langue roumaine, qui doivent certainement avoir des racines latines, eh ben, on dit le négrou, le noir, il est noir, et il ne peut pas dire que c'est un blanc. Enfin, vous voyez, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. Se dire, alors évidemment, l'autre, le Camerounais, qui était déjà bien chaud et tout, il savait qu'il risquait de son équipe de perdre, il en a fait toute une caisse, en disant, oui, pourquoi, quand vous appelez quand vous montrez une personne qui est blanche, vous ne dites pas le blanc. Oui, mais tu as 90 personnes qui sont blanches, et il y a 2 noirs, donc si c'est le noir que tu veux montrer, tu dis c'est un noir. Si une autre personne dans les blancs, tu ne peux pas le nommer parce qu'il n'y a que des blancs pratiquement, c'est la majorité. Enfin, je veux dire, vous voyez, vous êtes dans le feu de l'action, hein, qui c'est qui est en train de déconner sur le banc de touche, s'agiter? Bah, c'est le noir, négro. Et voilà. Mais il ne l'a pas insulté. Enfin bon, bon. Mais après, évidemment, alors tous les joueurs, il y a une partie qui sont un petit peu originaires du Maghreb, d'autres sont d'origine africaine, voire antillaise, mais il y en a de moins en moins en ce moment des Antillais. Voilà, alors les mecs ils se sont dit, oui, tu te rends compte, l'arbitre il a dit que c'était un nègre. Alors les mecs, ouais, bon, on s'arrête de jouer. Non, mais attendez les mecs, je suis persuadé que la moitié, si vous leur expliquez, comme leur explique, c'est dans le vocabulaire roumain, la couleur noire, c'est négrou. Un point, c'est tout. Je ne peux pas l'appeler rouge ou bleu. Enfin bon. Bien. L'imbécilité, et voilà. Et vos médias, ce matin en boucle, vous voyez, il y a du racisme en France. Il y a du racisme en France, bien sûr. On distribue l'aide médicale d'État, j'y reviendrai peut-être. Voilà. Hein. Il y a tellement du racisme, vous voyez. Je tombe sur un article des réfugiés appelés à voler la France par une interprète d'arabe lors d'un stage d'intégration. Les valeurs de la République ont été raillées par une interprète d'arabe lors d'un stage d'intégration destiné aux immigrés, rapporte un journaliste syrien. Voilà, citant sa propre expérience, elle les a encouragés à profiter des prestations gratuites fournies par l'État pour voler donc l'État français et ne pas s'intégrer. Voilà. Hein. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi pour ficher les gens pour des délits d'opinion, en fin de compte. Donc moi, je suis fiché, puisque je m'affiche sur Internet. Et alors, il y a un site musulman qui dit, qui fait de la désinformation et qui dit qu'on publie une proposition de loi réclamant des camps de rétention pour les musulmans. Non, il y a une loi qui presque fait un délit d'opinion, donc évidemment des islamistes intégristes qui sont éventuellement actifs et qui font du prosélytisme pour la violence, pour la lutte armée, et puis éventuellement des personnes patriotes, souverainistes qui luttent un peu contre le mondialisme et tout. Voilà, on est tous dans le même lot. Enfin bon, évidemment, il y a un site musulman qui va dire, vous vous rendez compte, en France, ils veulent faire des camps pour les musulmans. Oh là là. Alors du coup, les musulmans qui lisent ça dans les autres pays, ils disent, mais la France, c'est affreux ce qu'ils font, c'est pire qu'en Chine, il y a des camps de concentration pour les musulmans, et vas-y, je te rajoute du violon, et voilà. Et après, vous allez à l'étranger, et vous avez des gens qui vont venir vous couper la tête, parce qu'ils auront lu des conneries sur un projet de loi déjà, et qui vise tous les Français qui émettent une opinion, soit religieuse, soit politique. C'est tout. Enfin bon, voilà. Ça me... Allez, on va continuer un petit peu sur une boutade. Hein. À Saint-Denis, la mairie communiste a célébré des centaines de mariages blancs. Blancs. Bah oui, c'est blanc. Depuis plusieurs années, donc, durant le mandat communiste, un vaste système illégal, quasi institutionnalisé
avec la complicité des élus et des fonctionnaires, voilà, hein, donc des tas de mariages. L'article, c'est de valeur actuelle, une nana slovaque qui ressemble à Adriana Karambeu avec un vieux papy, un type qui serre à fond la main de sa femme comme s'il avait peur qu'elle s'en aille, quelques témoins, jamais de public, une ambiance malsaine, les scènes racontées de l'intérieur par de multiples témoins prennent place à la mairie de Saint-Denis. Sous la précédente mandature, effectivement, les protagonistes, sur le point d'être mariés, ont toujours l'apparence de faux amoureux, binationaux, à la différence d'âge et de profil flagrant, motivés par l'ouverture du droit à l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour pour l'un des deux mariés étrangers. Voilà. Ces mariages blancs, invalides aux yeux de la loi, ont pourtant été célébrés par centaines au cours du dernier mandat de la municipalité communiste dirigée par Laurent Russier. Voilà. Voilà, évidemment, et à Saint-Denis, on constate une forte concentration de population immigrée et les tentatives d'union frauduleuse sont nombreuses. Voilà, hein. Donc on continue, hein, toujours dans les couleurs. Hein. Allez, on continue un petit peu, allez. Alors, le silence, hein, voilà. Radio France. Radio France refuse de faire la publicité pour les chrétiens d'Orient. Donc, en matière de publicité, Radio France applique le cadre posé par les textes en vigueur et son cahier d'émission et des charges. Voilà. Une publicité neutre sur des questions religieuses. Voilà. Hein. Donc, pas de publicité faisant référence à une communauté religieuse, philosophique ou politique, quelle qu'elle soit. Donc, sous ce prétexte, Radio France a refusé de diffuser une publicité en faveur de l'aide aux chrétiens d'Orient. L'argument est fallacieux, les chrétiens d'Orient ne sont pas une communauté religieuse, politique ou philosophique, c'est une population victime d'épuration ethnique, en voie d'extermination. Les chrétiens d'Orient, persécutés par les islamistes, subissent un authentique génocide. Évidemment, on n'en parle pas. Hein. À la fin de l'année 2019, leur nombre est en dessous des 120 000 contre 1,5 million avant l'intervention américaine de 2003. Ça, c'est en Irak. La population chrétienne d'Irak a donc diminué de plus de 90%. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec des Irakiens chrétiens, et qui m'expliquaient comment ça se passait à l'époque du temps de Saddam Hussein, que ça se passait plutôt bien, malheureusement bien heureux à l'époque, et que maintenant, évidemment, ils sont obligés de partir parce que, voilà, ils sont pourchassés. En Syrie, moins de 500 000 chrétiens contre 1,5 million avant le début du conflit en 2011. Voilà. Donc, Radio France refusait de s'associer à cet appel. Radio France se plie à l'idéologie dominante. C'est évidemment le christianisme, c'est une religion honnie de l'homme européen ou du Nouvel Occident. Hein. Voilà. Les chrétiens sont une sous-espèce du Nouveau Monde de Macron, dont le martyr n'émeut personne. Hein. Voilà. Radio France, effectivement, prenait donc une part active à l'omerta sur une opération d'anéantissement, hein, parce que le fait de ne pas en parler, de ne pas pouvoir publier cet appel, c'est vouloir nier le problème et ce génocide. Donc, une fois encore, cette radio publique payée par tous les Français montre encore une fois de plus qu'elle est rongée par la lâcheté, l'extrémisme gauchissant, et quelque part, cet extrémisme gauchissant rejoint donc un espèce de sectarisme venimeux. Voilà, ça devient du totalitaire. Donc, honte à cette soi-disant radio publique. Alors, les chrétiens d'Orient donc, avaient fait un communiqué de presse en expliquant le titre principal, c'est l'œuvre d'Orient, donc une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général, destinée à soutenir la mission des chrétiens d'Orient au service de toute la population, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation. Elle souhaite donc, cette association, diffuser des appels à dons en publicité payante sur les ondes de Radio France, comme elle le fait depuis plusieurs années en décembre sur France Inter, sans rencontrer d'objection. Alors maintenant, comme par hasard, cette année, l'article 37 de le cahier des charges prévoit que les messages publicitaires ne doivent tenir aucun élément de nature à choquer les convictions. Mais l'œuvre d'Orient ne voit pas en quoi la mention des chrétiens d'Orient et de leur mission humanitaire au service de tous serait de nature à choquer les convictions des auditeurs. Je veux dire, quand vous distribuez de la nourriture chez les chrétiens, vous la donnez à tout le monde. Parfois, dans certaines associations caritatives musulmanes qu'on a dans nos banlieues, vous vous pointez dans cette association et que vous êtes
fromage blanc, hein, comme ils disent, parce que hein, il y a des nègres, mais il y a aussi des fromages blancs. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Voilà. Donc, l'œuvre d'Orient est fermement attachée à la laïcité républicaine, au respect de toutes les religions et aussi à la liberté d'expression. Donc, l'œuvre d'Orient n'a pas souhaité de polémique publique et regrette l'impossibilité de dialoguer et de se faire comprendre. Voilà. Hein. Devant l'urgence des besoins des populations du Moyen-Orient, l'œuvre d'Orient demande à la présidence de Radio France de modifier sa position. Voilà. C'est une association catholique et apolitique reconnue d'intérêt général qui œuvre depuis plus de 160 ans pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au service de toute la population. Éducation, santé, culture. Voilà. Hein. Il y a un label qui garantit la totale transparence sur les financements et la destination de ces fonds. Voilà. Alors, il semblerait qu'il y ait peut-être un consensus dans la mesure où la publicité doit être faite sur le titre « L'œuvre d'Orient » et non plus « Les chrétiens d'Orient hein. ». Voilà. C'est vrai que le terme chrétien, ça devient une minorité, et c'est une minorité que l'on doit cacher en attendant de l'exterminer complètement. On est d'accord ? Allez, on va faire une toute petite pause, je reviens. Hop. Me revoilà. Bien, un point de détail que j'ai publié, tout le monde connaît, Adama Traoré, Théo, Michel Zecler, donc le producteur hein, de cette fameuse vidéo, hein, où il se fait un petit peu tabasser. Enfin bon, je reviendrai, mais il y a des choses dans le montage qui ne sont pas claires. Mais bon. Mais, donc ces trois noms occupent l'attention médiatique des médias. Hein. Mais 40 jours après l'attentat de Nice, quel journaliste serait capable de citer les prénoms des trois victimes égorgées dans la cathédrale ? Moi, je me rappelle qu'il y a une dame brésilienne, qu'il y a une autre dame, qu'il y a le sacristain, mais effectivement, leur nom, j'avoue, c'est bien le problème. Hein. C'est facile hein, de faire de la pub autour de quelques personnes, de minorités agissantes. Et voilà. Hein. Compliqué, hein ouais. On subit vraiment un lavage de cerveau. Bien, on peut s'étonner, les députés ont refusé la carte vitale biométrique. Donc l'objectif majeur de cette carte était d'ajouter un outil permettant de lutter contre les fraudes à l'assurance maladie, et en particulier l'utilisation de la carte vitale par plusieurs personnes. Et bien sûr, des personnes qui ne sont pas titulaires de cette carte, hein, et qui en profitent pour se soigner avec. Et voilà. Mais donc, les députés ne sont pas d'accord pour voter une carte vitale biométrique. Voilà. Pour en revenir aussi aux propos de Macron sur Brut, les propos du président ont écœuré tous les policiers et leurs syndicats. Enfin, c'est bizarre, oui, parce que Macron, oui, il a un double langage. Hein, il a un double langage. Vous voyez, il veut débaptiser 500 places ou 500 rues pour mettre des personnes de l'immigration. Bah tiens, pourquoi pas une rue Mohamed Merah, hein, celui qui a assassiné à Toulouse. Mais enfin bon, c'est de la folie. Et donc, voyant ceci, les syndicats nous disent, Macron nous a apporté son soutien en octobre et il nous met au pilori au mois de novembre, donc, voire même au mois de décembre plutôt, et la sécurité des Français devient un enjeu politique. Et donc, le syndicat l'UNSA Police appelle à cesser toutes les activités de la police, sauf les appels à police secours, on appelle urgence au 17. Voilà. C'est ainsi. Si bientôt on envisage un couvre-feu à 17h au lieu de 21h, à partir du 15 décembre, dans la mesure où vous avez toujours la barre des 5000 cas qui soit dépassée. Mais, ôtez-moi d'un doute, là, j'ai un souci. On nous dit qu'on est déjà à 10 000, en moyenne à 10 000 cas par jour. Mais c'est 10 000 cas positifs, avec les tests.
C'est donc sur 10 000 cas, il y a combien? 95% de faux positifs et 5% de vrais malades. Et dans les 5% qui restent de vrais malades, il n'y en aura même pas 1% qui iront en soins intensifs. Vous voyez ce que je veux dire? 10 000 cas, évidemment. Plus vous testez, plus vous allez trouver des cas positifs. Mais des cas faussement positifs pour X raisons. Je l'ai connu personnellement. Donc, voilà, si en une semaine, vous allez tester 20 millions de personnes en simultané, vous allez trouver 500 000 cas positifs. Et je ne comprends pas. Alors évidemment que les chiffres sont plus alarmants qu'au printemps, mais au printemps, on ne testait pas. Donc évidemment, c'est tellement plus facile en testant 20 ou 100 fois plus qu'au printemps, ou 1000 fois plus, évidemment, on trouve des résultats supérieurs. Enfin bon, c'est statistique, hein, c'est tout. Mais bref. On veut bien vous raconter ce qu'on veut. Enfin bon. Alors, j'ai vu un article, je reviens sur l'immigration, mais c'était pourtant un homme de gauche qui parle d'immigration. Didier Léchy, directeur de l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Hein. Il a fait un essai qui s'appelle « Ce grand dérangement », l'immigration en face. Et donc, il a fait un entretien au magazine Le Point aussi, et dit qu'il n'y a pas possibilité d'aborder un débat serein sur les questions d'immigration tant qu'on n'aura pas résolu ce paradoxe qu'il essaye de décrire dans son livre. Ceux qui plaident le plus pour un accueil inconditionnel sont en général ceux qui habitent dans des zones où l'immigration est de moins en moins présente. On constate ce phénomène à Paris, dans les arrondissements qui constituaient par le passé une porte d'entrée historique de l'immigration en France. Mais depuis, on a éloigné les pauvres et les nouveaux arrivants vers la Seine-Saint-Denis. Donc les bobos, ils sont tranquilles. Alors ils peuvent dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puisque dans leur quartier, ils ne sont pas soumis aux contraintes de l'immigration. Hein. Donc les partisans d'un accueil inconditionnel sont rarement confrontés à la réalité de l'immigration. Ils sont enfermés dans l'espace confortable de leur idéologie ou dans des quartiers réservés, notamment dans les grandes métropoles, qui ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron. Voilà. Hein. Il est surtout agréable quand on est fortuné, qu'on habite dans un appartement hors de prix, qu'on ne subit pas les effets de la présence en nombre des immigrés et qu'on n'envoie guère autour de soi de jouer à l'humanisme, au grand cœur, d'ouvrir les bras des autres à toute la misère du monde et de fustiger ceux qui s'élèvent contre une immigration incontrôlée. On se donne facilement bonne conscience, on s'érige en donneur de leçons, on est prisonnier de son égoïsme et de ses préjugés. Ne parlons pas des idéologues qui, faute d'obtenir le soutien des ouvriers, voient dans cette population un nouveau prolétariat pour préparer le grand soir de la gauche. Hein. Ces soi-disant humanistes sont généreux par intérêt. Il leur arrive, comme à Macron, à l'approche des élections présidentielles, de sortir de leur confort intellectuel, mais avec combien de circonvolutions, combien d'hésitations, sans jamais reconnaître leur tort ni faire acte de contrition. L'accélération des flux migratoires, l'absence de contrôle aux frontières, la non-reconduite dans leur pays des déboutés du droit d'asile, leur sont devenus si naturels qu'y déroger serait à leurs yeux un sacrilège. Les coupables sont les dénonciateurs de cette politique, non ses promoteurs. Dernièrement, on a appris que le coût de l'aide médicale de l'État vient de s'envoler, réservé aux étrangers en situation irrégulière. Elle concernerait plus de 330 000 clandestins, et je vous en ai déjà parlé, vous voyez, ça se recoupe, et dépasse le milliard d'euros dans le projet de loi de finances. Et ça, on parle de 330 000 clandestins déclarés qui touchent l'AML, l'aide médicale de l'État, l'AME, mais en fin de compte, il y en a 3 fois plus. Voilà, hein. Ajoutez-y les allocations de demandeurs d'asile, le RSA auquel peuvent prétendre à partir de 25 ans les détenteurs d'un titre de séjour, l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les plus de 65 ans, le coût des mineurs isolés, voilà. L'État sait se montrer généreux avec les immigrés, mais semble se soucier moins de ses propres nationaux. D'aucuns estiment que cette générosité fait l'honneur de la France, d'autres qu'elle est un signe d'irresponsabilité et cautionne l'immobilisme en matière de politique migratoire. Voilà, hein, chacun de décider qui a raison. Alors évidemment, c'est de tradition chaque automne, le Parlement étudie en ce moment le projet de loi de finances 2021, qui réserve quelques surprises de taille, notamment sur la politique menée par le gouvernement en matière d'immigration.
Donc, cette immigration, évidemment, échappe à tout contrôle. Hein, alors, quand on pense que M. Bruno Le Maire, Pierre Moscovici parlaient de l'orthodoxie budgétaire qu'il ne fallait pas dépasser, voilà. Hein, ben, la politique française de l'immigration et de l'intégration sera de 6,9 milliards d'euros en 2021. Donc, la commission des finances du Sénat explique que ce budget a augmenté d'1 milliard depuis 2018. Vous voyez, d'1 milliard sur pratique à 7, donc ça nous fait une augmentation de 15% en un an. Hein. S'ajoute cela, les 2 milliards d'euros à la charge des départements pour la prise en charge des mineurs isolés. Voilà, hein, c'est des chiffres et une augmentation si forte qu'elle donne le tournis. Hein, j'en perds ma voix. Idem au niveau explosion du budget, j'en reviens, l'aide médicale d'État, les étrangers en situation régulière de l'AME s'élevaient à 334 000 personnes, soit une augmentation de 115%. Eh ben dis donc. Voilà. Hein. Des filières de passeurs se sont mises en place, drainant un flux continu de candidats aux soins gratuits. Il y a une filière géorgienne, la Géorgie, hein. Là, je ne parle pas que des musulmans, hein, on est d'accord. Avec l'augmentation de 256% en 2018 de demandes de visa émanant de ce pays. C'est donc un tourisme médical qui n'est pas justifié par le manque de soins là-bas, mais plutôt par la perspective de soins gratuits. Donc ces gens, pour ne pas payer leurs actes médicaux et chirurgicaux dans leur pays, se disent on vient en France, on demande des papiers et on se fait soigner gratuitement. Voilà. Hein. Et il y a un médecin de Grenoble dans l'article qui dit il y a une volonté de cacher le fait que la gratuité de l'accès aux soins permet de transformer une situation précaire en situation durable qui ouvre droit à un statut, à des droits à l'aide sociale. Dans la mesure où vous commencez un traitement médical, vous vous faites faire des papiers supplémentaires pour dire « Ah oui, mais il est en traitement en France, donc on lui fait des papiers pour qu'il puisse rester pour continuer son traitement. » Et ainsi de suite, et voilà. Hein. Et dans l'article, il est dit « On a vu arriver à Saint-Étienne plusieurs enfants polyhandicapés du Maroc, accompagnés de traducteurs, qui ont eu des interventions chirurgicales lourdes et qui ont pu se sédentariser en France et bénéficier du regroupement familial. Vous emmenez les gamins, vous les faites opérer aux frais du contribuable français, et du coup, après, les gamins, bon, il a un petit peu des soins et tout, on dit, ah ben, on va faire venir papa, maman, la tatan, la frère, la sœur, la belle-sœur, et voilà. Et du coup, vous dépensez de l'argent pour soigner un enfant, et vous vous retrouvez avec une dizaine de personnes qui viennent venir au crochet de l'État et de tous les contribuables, c'est-à-dire des contribuables français de naissance, des contribuables qui sont venus français par des papiers il y a 15, 20 ans, 30 ans, les premières deuxième, troisième, quatrième génération, qui cotisent aussi. Hein. Et vos parents ont fait des papiers, ils sont venus, ils sont travaillés en France, à la sueur de leur front, etc. etc. Bon, ils payent des impôts locaux, ils payent des impôts fonciers, des impôts sur le revenu, hein, pour certains, ceux qui ont la chance de travailler. Et puis là, il y a des gens qui arrivent et on profite par certains organismes, soi-disant humanitaires, etc. Il y a toute une filière qui se monte pour faire venir des gens en France. Les soigner, c'est une chose, ça a un coût pour la société, et en plus, je veux dire, on en profite pour faire venir des gens qui n'ont pas le droit de venir. Voilà, hein. Donc, aujourd'hui, les aides sociales représentent en France 32% de la richesse nationale. Voilà, hein. Quoi qu'il en coûte, eh ben, le contribuable français est l'un des plus taxés au monde. C'est un goût bien amer. Alors, je disais, c'est quand même fantastique. On parle d'enfants polyhandicapés au Maroc, mais enfin, je pense qu'il y a des gens suffisamment intelligents au Maroc pour réaliser des opérations. Ce sont souvent des gens qui ont fait des études dans les services français, qui se sont montés. Vous avez des gens qui vont au Maroc pour faire la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique. Hein. Donc vous avez des gens très, très, très talentueux et ils ne seraient pas capables d'opérer ces enfants. Ah oui, mais personne ne veut payer. Mais attendez, je crois le roi du Maroc, c'est pas la 6e fortune du monde, pardon, excusez-moi. Et vous voyez, je suis troublé par tous ces chiffres. Et c'est le contribuable français, là, c'est vous, avec votre petit SMIC, qui devez payer les opérations des enfants du Maroc. Hein. Et le roi du Maroc, il entasse. Alors, quand je disais que les étrangers en situation irrégulière
il y avait l'augmentation de 115%. Effectivement, il y a une augmentation de 115% par rapport aux 160 000 qui étaient en 2004. Voilà. Hein. Et rien que les 3 premiers mois de 2020, nous avons une augmentation de 4,6%. Hein, voilà. Donc, coût prévisionnel de l'aide médicale d'État en 2021, 1 milliard et 61 millions d'euros. Waouh. Et j'embrasse. Hein. Voilà. Donc, je répète, l'aide médicale d'État, c'est pour les immigrés résidant illégalement sur notre territoire depuis au moins 3 mois. Voilà. Hein. Cette couverture santé prend en charge bien plus que les situations d'urgence. Elle donne accès à un panier de soins quasi équivalent à celui des résidents français. Dans l'ensemble des pays européens, au-delà de l'urgence où la vie de la personne sera en danger, un sans-papier ne peut prétendre à la même gratuité des soins et un demandeur d'asile est moins bien traité. Il rajoute: nous sommes avec la Belgique l'unique pays au monde délivrant des titres de long séjour pour soins à tous ceux qui font valoir qu'ils ne peuvent effectivement accéder à un soin dans leur pays, même si le médicament existe. Plus de 30 000 étrangers malades bénéficient ainsi d'un titre de séjour renouvelé tant que durent les soins. Premier bénéficiaire des malades du Maghreb et d'Afrique. Voilà. Et c'est ce même État français, ces mêmes Français qui payent, qui eux ne sont absolument pas remboursés, ont besoin de prendre des mutuelles, etc. Moi j'ai une mutuelle qui doit me coûter dans les 250 € par mois. Et bien voilà, ces gens ont tout pratiquement gratuit. Voilà. Mais on est quand même de méchants racistes. Hein. Ah oui, qui exploitons les Noirs, les Arabes et tout le reste du monde. Voilà. Donc un moment, s'il vous plaît, regardez le concret. Hein. Je ne parle pas des multinationales qui exploitent les richesses de l'Afrique ou ailleurs, etc. Mais moi, personnellement, ça ne me rapporte rien. Hein. Ça me rapporte strictement rien. Donc, on n'est pas raciste, on soigne pas mal de gens et ça commence à bien faire. Voilà. Hein. C'est ainsi. Bon, Français, réveillez-vous, 2022, c'est bientôt. À moins que... Ah oui, Macron a l'air de dire qu'il ne va peut-être pas se représenter. Ah bah tiens, je passe devant moi. Un imam à bout des escroqueries aux prestations familiales et aides de l'État. Ah là. Il est arrivé en France à l'âge adulte où il a obtenu la nationalité française par mariage. Mais voyons. Par la suite, il s'est déclaré auprès de différents organismes sociaux comme parent isolé. Avec 8 enfants à sa charge, il percevait des prestations à la hauteur de sa progéniture, mais l'enquête a révélé qu'il vivait toujours avec son épouse. Et voilà. Et ça, c'en est pas un, c'en est pas deux. Voilà. Hein. C'est donc dans sa religion qu'on lui dit qu'il faut escroquer l'État. Hein. Et quand on escroque l'État, on escroque tous les gens, tous les compatriotes, quelle que soit leur religion. Hein. Il escroque des compatriotes, des coreligionnaires musulmans qui payent leur impôt sur le revenu, et comme des coreligionnaires, enfin comme des chrétiens ou d'autres personnes, ou des laïcs français de souche. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, on apprenait aussi que l'assassin de Samuel Paty en Tchétchénie, hein, et on a rendu le corps. On a payé pour envoyer le corps, hein, pour envoyer le corps en Tchétchénie, évidemment. Il a été enterré en grande pompe. Hein. Tous les gens suivaient le cercueil, Allahu Akbar, et voilà, parce que c'est un martyr hein, qui s'est attaqué à une faible personne, à un enseignant, dans le dos, en le décapitant, mais c'est le héros national de la Tchétchénie. Voilà. Hein. Continuons comme ça. Hein. Enfin bon, c'est incroyable, 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 incroyable. Enfin bon, voilà. Alors peut-être, Macron nous dit, peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je peux vous dire que il nous l'annonce et qu'à partir de 2021, je pense qu'il va falloir s'accrocher parce que entre les comptes bancaires, les faillites des banques, les vaccins, les vaccinations, etc., ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. On va être à genoux. On va essayer de nous mettre à genoux. Bon.
Et puis aller encore peut-être quelques jours pour savoir ce qui va devenir des élections américaines. J'aimerais bien que Trump repasse. Alors, j'ai une citation empruntée à Staline qui explique bien le problème du comptage des votes. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Alors, il y a plusieurs versions. Les gens qui votent ne décident de rien, ce sont ceux qui comptent les votes qui décident. Et puis, il y a une autre version qui dit « Je considère qu'il n'y a aucune importance à qui votera dans le parti ni comment, mais ce qui est extrêmement important, c'est qui va compter les votes et comment. » Vous voyez? Et donc ça explique bien les problèmes dans certains États démocrates où on a compté, après on a arrêté les votes en pleine nuit, on a dit aux gens « Rentrez chez vous ». Et puis les démocrates ont continué à voter, puis à rajouter des votes démocrates. Enfin bon. Je vous mettrai le lien de l'excellente vidéo de Charles Gave, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans, avec l'interview qu'il a faite. Je l'ai mise hier, je vous mettrai le lien, les coulisses de l'élection américaine, Biden-Trump. Et donc M. Charles Gave connaît beaucoup de choses et il le raconte vraiment avec beaucoup de cordialité, et c'est quelqu'un de très sympathique avec lequel on peut discuter, bien qu'il soit un financier réputé, quelqu'un qui est relativement blindé. C'est toujours très très intéressant de discuter avec ce monsieur, j'ai eu cette chance, notamment aussi de discuter avec sa fille Emmanuelle Gave, des gens très très intéressants, qui connaissent aussi très bien le Proche-Orient, il y a des origines aussi au niveau de la Syrie, hein, au niveau du protectorat français. J'en avais discuté avec sa fille. Voilà, en 1946, le grand-père était un général au protecteur. Enfin, il y avait un protectorat français en Syrie, il y avait quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sont des gens qui sont affects et qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de l'état profond, bon. Je vous laisserai le lien et c'est toujours très très intéressant quand il discute avec l'intervieweur de Sud Radio, que j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer, qui s'appelle, et je n'arrive plus de me rappeler. Je ne me rappelle plus, mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là, comment il s'appelle ce brave monsieur? Moi j'ai plus son nom. C'est plus son nom alors que je ne connais que lui. Mais bref, une absence, vous voyez. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On s'accroche. Et puis, on se revoit très prochainement. Merci, partagez. Hein. Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que, franchement, YouTube fait des notifications à 7000 personnes quand ma nouvelle vidéo est mise aux 7000 abonnés, quand la vidéo est mise sur le site? Je ne sais pas. J'ai un doute. Enfin bon. Allez. À très bientôt. Merci en tous les cas. Partagez. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire. Encore merci beaucoup. Au revoir.